Chers amis, bonjour. Les événements de tout type en ce moment m'amènent à évoquer avec vous à nouveau le phénomène de la récurrence. Cette récurrence dont j'ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, à d'autres endroits, et je vous invite à éventuellement aller consulter ces autres vidéos et ces autres prises de parole à ce sujet. La récurrence, vous savez, c'est ce qui revient de manière régulière. Et on parle de récurrence quand un événement se produit régulièrement, périodiquement. Alors, chacun dans nos vies, nous avons eu à vivre des phénomènes récurrents, c'est-à-dire des situations qui se reproduisaient pratiquement à l'identique. Des situations la plupart du temps désagréables. Et qui conduisent certaines personnes à dire: «Ah, c'est toujours la même chose de toute façon, voilà, à chaque fois que je rencontre un nouveau mec, il est comme le précédent, il est comme ci, il est comme ça». L'histoire se répète. Vous savez aussi peut-être, parce qu'on le dit maintenant à peu près partout, que cette récurrence est le signe que la grande sagesse de la vie, la providence qui émane de la grande intelligence de l'univers, vous ramène l'assiette d'épinards que vous n'avez pas mangée à midi. Elle vous la remet sur la table le soir parce qu'elle estime que c'est bon pour vous d'apprendre à manger les épinards. Certaines personnes comprennent cela spontanément, font 2-3 mauvaises expériences et passent le cap. D'autres rencontrent à l'occasion de cette situation récurrente une personne qui va les accompagner, un professionnel qui va les accompagner parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont face à un mur et que ce mur, elles ne trouvent pas le moyen de le franchir, ni par une porte, ni parce qu'elles pourraient par exemple l'escalader, ni parce qu'il va se dissoudre tout seul. Donc elles font appel à un professionnel et c'est l'une des choses, n'est-ce pas, à éclaircir avec nos coachés. Pourquoi est-ce qu'il y a ce mur et comment faire pour le dépasser? D'autres personnes se tapent la tête dans le mur à longueur de vie et ne cherchent pas à le dépasser. C'est une autre façon de voir. Bon, ça tout le monde le sait. Pourquoi est-ce que ça se produit ça? Eh bien parce que l'être humain, l'une des caractéristiques de l'être humain est qu'il est fabriqué, en quelque sorte, pour constamment s'améliorer. Comme un élève à l'école, vous savez, bon résultat mais peut mieux faire. Eh bien, la vie, donnez-lui le nom que vous voulez, cette intelligence qui nous a créés, cette intelligence que nous partageons tous, qui est celle de la sagesse universelle, estime que nous pouvons toujours mieux faire et que nous sommes là pour apprendre à mieux faire. Et ça, c'est la mission de vie de tout le monde. La bonne question des gens, c'est: je ne sais pas quelle est ma mission de vie. La toute première mission de vie de chacun d'entre nous, elle est valable pour tout le monde, celle-là, c'est faire mieux. Toujours progresser pour devenir toujours un humain meilleur. Et quand il y a situation récurrente, c'est un petit signal d'alarme qui s'allume et qui dit: attention, là, il y a quelque chose que tu devrais apprendre à faire mieux, ou quelque chose que tu devrais maintenant ne plus faire, et tu continues à le faire. Donc, il va y avoir des conséquences. Et c'est comme avec un enfant. Vous avez peut-être des enfants, en tout cas vous avez déjà vu comment font les parents avec leurs enfants. L'enfant fait quelque chose qui vous déplaît, qui vous agace, qu'il ne doit pas faire. Vous commencez par lui dire: écoute mon chéri, ça, ce serait bien que tu le fasses plus. Arrête de faire ça, c'est un petit peu pénible, ça me dérange. Et le gosse continue. Oui, bon, s'il te plaît, Paul, est-ce que tu peux arrêter? Je t'ai demandé déjà une fois d'arrêter. Tu veux bien arrêter? Paul continue. Donc, 3e fois. Bon, Paul, là, je commence à être fatiguée de te dire d'arrêter. Fais autre chose. Cette chose-là m'agace. Cette chose-là me déplaît. Cette chose-là est dangereuse. Non. Paul continue. Donc, en tant que parent, au bout d'un moment, vous finissez par taper du poing sur la table. Bon, Paul, maintenant, c'est le dernier avertissement. Si tu n'arrêtes pas, je vais sanctionner.
Cette chose avec laquelle tu es en train de faire du bruit, je vais te la supprimer. Je vais la ranger, tu ne pourras plus jouer avec, par exemple. Vous avez vu dans l'exemple que je viens de donner qu'il y a une graduation dans l'intensité. On commence par prévenir, il ne faut pas faire, pour arriver jusqu'à, bon ben maintenant, il va y avoir punition. Eh bien, la sagesse universelle fait de même avec ces enfants que nous sommes. Elle commence par envoyer un petit avertissement. Petit bobo. Petite contrariété. Petit incident. Si on n'en tient pas compte, c'est qu'on est un petit peu sourd, elle va parler plus fort. Elle va nous envoyer un plus gros bobo. Un accident un peu plus contrariant. Un choc dans la vie un peu plus ennuyeux. Et si on continue parce qu'on est têtu et qu'on n'en fait qu'à sa tête, à passer outre les avertissements de Mère Nature, elle va être obligée, elle aussi, de passer à la sanction. Et là, elle va nous envoyer une grosse maladie, un gros accident, un gros pépin de vie. Autrement dit, si vous voulez, ça commence par « aïe, je me pince le doigt dans la porte ». Ensuite, c'est « aïe, je me casse le doigt », parce que je n'avais pas compris la première fois où je me le suis pincé. Et ensuite, si en me cassant le doigt, j'ai toujours pas compris qu'il ne fallait pas que je mette mon doigt à cet endroit-là, la fois suivante, quand je vais mettre mon doigt à cet endroit-là, je vais me faire arracher le doigt. Bon, c'est un exemple didactique, évidemment. Hein. C'est comme ça pour tout. Voilà. Les pépins de la vie, première fois que je fais une bêtise professionnelle, j'ai une petite remarque du chef. Deuxième fois que je fais une bêtise professionnelle, j'ai un blâme. Troisième fois que j'ai fait cette bêtise professionnelle, eh bien, je vais me faire envoyer, par exemple. Bon, voilà ce qui se passe au niveau de chacun d'entre nous. Ça, c'était juste un rappel, parce qu'en fait, j'en ai déjà beaucoup parlé ailleurs. Ce qu'il faut savoir, et ce que vraiment je voulais vous dire aujourd'hui, dans le cadre de cette série, c'est qu'est-ce qui se passe à un niveau plus grand. C'est-à-dire, nous sommes des individus, mais qu'est-ce qui se passe au niveau d'un peuple, au niveau de l'humanité tout entière? Si la Providence cherche à nous mettre individuellement sur notre chemin de destin, en nous rappelant qu'il faut faire ceci ou qu'il faut faire cela, ou au contraire qu'il ne faut pas faire ceci ou cela, est-ce que la Providence veille au grain au niveau familial, au niveau du peuple, de toute une patrie, au niveau de tout un continent, au niveau de toute l'humanité? Vous vous doutez que la réponse est oui. La réponse est oui. Et j'en viens donc à mon propos. Il y a un an maintenant, un peu plus, est apparu ce virus, ce coronavirus, dans un contexte de société où certains s'époumonaient, depuis longtemps déjà pour quelques-uns, pour dire attention, la société humaine va dans le mur. La société humaine non seulement détruit des êtres humains en les traitant comme il est inadmissible de les traiter. Trop d'êtres humains meurent de faim, trop d'êtres humains sont sous le seuil de pauvreté, trop d'êtres humains sont dans la rue à mourir de froid. Mais en plus de ça, si on dépasse le niveau individuel, maintenant, une partie de l'humanité a tant et si bien fait pour s'octroyer des bénéfices et s'enrichir, qu'elle a ponctionné les ressources de la planète, qu'elle a pollué la planète, qu'elle a dégradé la planète, ce qui a conduit non seulement à un épuisement des ressources d'un côté, non seulement évidemment à l'appauvrissement des êtres humains qui auraient pu vivre de ces ressources, mais en plus a conduit
à ce fameux réchauffement climatique, à cette fameuse modification du climat de la planète, avec fonte des pôles, etc. Et là, on se rend compte, depuis quelques années maintenant, il y a 2-3 ans, qu'en France, concrètement, puisque j'enregistre en France, on se rend compte que les étés sont très différents de ce qu'ils étaient auparavant. C'est la première fois qu'on voit régulièrement des canicules à plus de 40 degrés à l'ombre, dans des régions tout à fait tempérées. Là, les gens commencent à s'inquiéter. Donc, il y a une sensibilisation qui se fait. Qu'est-ce que je peux faire pour la planète? Zéro déchet, moins consommer, moins chauffer, moins allumer, moins ceci, moins cela. Respect pour la planète, conscience de l'environnement. Et il y a toute une partie de la population qui, effectivement, prend conscience que ces comportements, jusqu'à maintenant, ont été inadmissibles. Mais il reste toute une partie de la population humaine, mondiale, qui s'en fiche complètement. Et parmi elles, la plupart de nos dirigeants. Certains ont vécu le premier confinement du mois de mars, après l'apparition de ce virus, comme une pause salutaire. Certaines personnes ont découvert que oui, leur mode de vie, effectivement, n'était pas juste. Et ce confinement leur a donné l'opportunité de réajuster leur mode de vie. On s'est rendu compte que la planète respirait pendant 2 mois, environ. Il y a environ 2 mois pendant lesquels l'activité économique a été invalidée, les usines, etc. Et la pollution a considérablement baissé. Et de nombreuses choses dans le domaine de la dégradation de l'environnement et des ressources planétaires se sont améliorées pendant ce temps. Et là, bon nombre de personnes se sont dit, eh bien, ce virus, finalement, c'est peut-être un cadeau. C'est peut-être un cadeau qui a été envoyé pour qu'on puisse apprendre à faire mieux au niveau de l'humanité tout entière, apprendre à être plus respectueux de l'environnement. Et puis l'été est arrivé, et on a eu l'impression, et là, toc, l'ego a repris le dessus, nos dirigeants notamment, tout pays confondu, ont eu l'impression que ils s'en étaient très très bien sortis de ce virus, ils avaient fait vraiment ce qu'il fallait pour protéger leur population, et qu'on pouvait de nouveau faire n'importe quoi en relâchant les travailleurs, puisque les travailleurs, ce sont les gens qui font tourner les usines qui polluent, certes, mais qui rapportent de l'argent et des taxes. Et donc, on a recommencé comme avant. On a complètement oublié les belles chansons de tous ceux qui parlaient du monde d'après. On a complètement oublié tous ces beaux applaudissements qui applaudissaient l'humain, et on est reparti. On est retourné adorer le veau d'or. On est retourné idolâtrer l'argent de l'économie, qui a permis à certains milliardaires de gagner 2 ou 3 milliards de plus pendant cette période de confinement. Bon, je dis 2 ou 3 milliards comme ça a l'air rigolo. Hein. Vous n'avez absolument aucune idée, moi non plus d'ailleurs, de ce que ça peut faire sur un compte en banque, 2-3 milliards de plus. Hein, forcément. Donc, en fait, on n'a rien compris, quoi. Alors, Mère Providence a dit, ah, tu n'as pas écouté tout à l'heure, je t'ai dit, attention, si tu continues à faire n'importe quoi avec la planète, je vais te rendre malade. Tu pourras plus continuer. T'as pas compris la première fois. Bon. Alors on va mettre une deuxième vague. Alors on a mis une deuxième vague. On a essayé de reconfiner, sans reconfiner, tout en reconfinant, pour éviter quand même de trop gros dégâts sur l'économie. Parce que, en fait, à aucun moment, au sommet des États, on ne s'est posé la question de savoir si il ne fallait pas changer le fonctionnement économique. À aucun moment, on ne s'est posé la question de savoir si le fonctionnement économique actuellement mis en place par quelques grands potentats milliardaires était juste pour le reste de l'humanité.
Donc, on continue. On va redresser l'économie. Cette économie qui tue la planète. Et puis, on va trouver un vaccin qui va permettre à tout le monde d'aller continuer à polluer la planète. Sans être malade. Parce que nos dirigeants nous disent qu'ils veulent épargner notre santé. En fait, ce n'est pas tellement notre santé qu'ils veulent épargner, c'est notre force de travail. Puisque la plupart de ces dirigeants sont issus de cette partie de la société qui bénéficie de ce travail. Ok. On a continué. On a continué à fonctionner et à tout mettre en place, et on continue, hein, à l'heure où je vous parle, à tout mettre en place pour pouvoir évincer le problème du virus, c'est-à-dire le petit avertissement de la Providence, puis le moyen avertissement de la Providence. Il va falloir qu'on arrive à évincer ça, recommencer comme avant, comme les gens à qui la nature envoie un limbago pour qu'ils se mettent au repos, et qui vont travailler quand même avec leur limbago, jusqu'à ce qu'on leur envoie un cancer et qu'on les envoie en chimiothérapie en leur disant bah, maintenant, t'es bien avancé, tu peux plus. Voilà. Donc, on en est au stade où la Providence a décidé de jouer un peu avec nous. Ah bon, t'as pas entendu les 2 premiers avertissements? Oh ben, en voilà un 3e. Donc maintenant, c'est pas un virus, c'est 3 ou 4 variants. Beaucoup plus contagieux, tu vas voir, ça va être plus rigolo, il va y avoir beaucoup plus de monde malade. Qu'est-ce que tu vas faire? Et là, évidemment, on commence à se dire, eh bien voilà, on va reconfiner, mais là, il va falloir un reconfinement dur, il va falloir de nouveau arrêter l'économie, fermer les écoles, machin, truc, bidule. Et petit à petit, on commence à voir tous les gens qui paniquent, parce qu'ils sont convaincus que le retour au monde d'avant est bon. Donc, ils commencent à paniquer, à stresser. Vous savez que ce qui occasionne le stress, c'est la croyance qu'on ne va pas s'en sortir. Et là, le fait qu'on ne réussisse pas depuis 1 an à revenir au monde d'avant, eh ben, c'est effectivement la preuve qu'on ne s'en sort pas, en tout cas pas par cette porte-là. Ce qui se passe, c'est que comme nos gouvernants, qui sont quand même censés être les gens qui tirent la charrette, font tout pour nous convaincre qu'il n'y a qu'une porte et c'est celle-là, comme on voit qu'on ne peut pas tous passer par cette porte-là, il y a une partie de l'humanité qui commence à paniquer. Alors, les vieux paniquent parce qu'on est en train de les tuer, les pauvres. Les jeunes paniquent parce que ils sont d'une génération où ils n'ont pas du tout appris à être résilients. Ils ont été pour la plupart extrêmement gâtés, extrêmement épaulés par papa-maman qui réussissaient à toujours résoudre tous les problèmes qui se présentaient d'une manière ou d'une autre. Et là, il n'y a pas de papa-maman qui tiennent. Maman ne peut pas résoudre le problème, papa non plus. Si ça se trouve, maman est virée, papa est malade. Pour ceux qui n'ont pas perdu leur famille. Les étudiants à qui on a toujours dit ben, les études c'est fondamental, il faut apprendre, machin et tout, parce que la société, l'économie, machin et tout, ils sont complètement paumés. Les jeunes sont complètement laissés à l'abandon. On leur demande de devenir autonomes d'un seul coup alors qu'on ne les a pas préparés à ça. On les enferme dans des chambres universitaires alors que c'est une génération à qui on a appris à n'être jamais seul, en tête-à-tête avec ses propres pensées. Et en fait, ils se sentent comme en prison. C'est le point commun qu'ils ont avec les personnes âgées dans les EHPAD. On emprisonne tout le monde par tous les bouts. Et puis, comme on ne sait pas faire autrement, et ben, quand le virus circule un peu plus, on emprisonne ceux du milieu chez eux. Voilà. On ne sait pas faire autrement que d'emprisonner pour le moment. J'avais quand même vraiment envie de vous parler de ça ce matin. La récurrence. La récurrence de ces vagues de virus qui fonctionnent un peu comme le plat d'épinards. On n'a pas compris que les épinards, c'était bon pour la santé. On n'a pas compris qu'il fallait accepter de faire autrement. On n'a pas compris qu'il fallait changer des choses. Bon.
Alors, Maman Providence est en train de nous taper sur les doigts. Vous êtes libre d'adhérer ou pas à cette façon de penser. Il n'empêche que ça y ressemble beaucoup.